Sur ITV et bienvenue à Question Direct aujourd'hui Khadim Bamba Diagne. Khadim Bamba Diagne, on le présente depuis au Sénégalais. Khadim Bamba Diagne est docteur en sciences économiques. Il est aussi enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est le directeur scientifique de l'AREM, laboratoire d'analyse économique, de recherche économique, c'est ça? Oui. Et monétaire. Oui, Khadim Bamba Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier rapport de FMI qui est sorti qui dit qu'au Sénégal, après les manifestations qui ont eu lieu, on a perdu quelques points concernant la croissance. Comment peut-on l'expliquer? Alors, c'est qu'en 2022, l'État avait projeté un taux de croissance de 10%. On disait que pour la première fois, le Sénégal devait avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Mais la croissance, c'est l'ensemble des richesses créées à l'intérieur du territoire. Ce que l'État doit savoir, c'est que c'est l'activité économique qui crée de la croissance. Maintenant, si l'activité est perturbée par des manifestations, si aussi l'État pensait avoir gagné le pari de l'exploitation, l'État pensait qu'on va commencer l'exploitation du pétrole avant la fin de l'année. Donc, toutes ces ressources-là allaient permettre à l'État d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Malheureusement, dans ces prévisions, l'État avait oublié que 2022-2023, c'est des années préélectorales. Il y avait beaucoup d'élections et les élections parfois ont un impact négatif sur la création de richesses. Et en plus, il y avait des manifestations à n'en plus finir. Et donc ces manifestations-là, maintenant, ont perturbé quelque part cette production de richesses. Nous sommes à 5 mois de la présidentielle, on voit une inflation de candidatures. À votre avis, pourquoi il y a autant de candidatures cette année? Est-ce que c'est dû au gaz, au pétrole? Est-ce que c'est ça qui fait que chacun veut être chef? En fait, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a un autre problème. D'habitude, naturellement, 1 an avant les élections, tout le monde se dit qu'il est candidat. Les gens pensent que oui, c'est possible, X est devenu président, pourquoi pas moi? En plus, cette année, le président sortant ne se représente pas, donc la carte est ouverte. Donc on va avoir un nouveau président. Maintenant, chacun va penser qu'il a les possibilités, surtout ceux qui ont déjà été des responsables dans les gouvernements passés. Mais plus on s'approche du mois de décembre, plus tu vois qu'il y a les gens vont créer des grandes coalitions. Parce que aussi, il est intéressant, quand vous êtes candidat, si tu rejoins une coalition, la position que tu occupes dans la coalition, si tu n'étais pas candidat, tu ne vas pas l'occuper. Je pense que parfois, il y a des candidats stratégiques, des candidats qui permettent en fait, au chef de file d'avoir une voix prépondérante dans une coalition qui va se constituer. Mais je pense qu'une fois que d'ici le mois de novembre-décembre, les choses vont essayer de se repréciser, on va avoir maximum 10 à 12 candidats. À 5 mois des élections, l'inflation est là, les prix sont trop chers au Sénégal. Même le maïs, aujourd'hui, le bout de maïs coûte 300 francs CFA sur le marché. Est-ce que l'économie, vous pensez, va occuper une place importante pour cette présidentielle? Je pense que l'élection présidentielle de 2024 doit être économique ou ne ferait pas sens. Si vraiment les hommes politiques comprennent aujourd'hui la difficulté du Sénégalais, parce que les Sénégalais vivent des moments extrêmement compliqués. Parce que nous avons des hommes politiques parfois qui privilégient des investissements qui n'ont rien à voir avec le développement d'un pays. Parce que développer un pays, c'est avoir une vision endogène, c'est construire quelque part des infrastructures, on en a besoin, mais il faut mettre de l'ordre dans les priorités pour la construction d'un pays. Et parfois, nous avons des hommes politiques parfois qui investissent sur des secteurs parfois qui n'impactent pas ni sur la croissance, ni sur l'emploi, ni sur le chômage, ni sur la pauvreté. Donc on a mis beaucoup d'argent pendant la phase 1 et la phase 2 du PSE, mais malheureusement, on n'a pas eu d'impact sur l'emploi. Et donc, le taux de chômage au Sénégal est passé de 13% en 2012 à 23% en 2023. Avec autant d'argent qu'on a mis, ça veut dire que si le prochain président ne joue pas sur le levier économique et faire des bons investissements pour diminuer quelque part la pauvreté, l'inflation va encore être terrible. Il y a une inflation, une augmentation du niveau général des prix, mais il y a aussi un chômage endémique qui pose problème. Oui, mais certains disent d'ailleurs que Macky Sall a peut-être construit le Sénégal, mais il ne l'a pas développé. Et quand on voit le développement, vous parlez justement de cette pauvreté qui a augmenté, qui font qu'on a de belles avenues, de beaux trains, peut-être de beaux BRT, mais on a faim le soir. Mais c'est ça le problème, parce que le problème est que quand on est président pour qui? Parce que quand on est président pour
réduire les inégalités. Pour moi, être président, c'est réduire les inégalités. Mais quand tu mets 1000 milliards sur un train, 400 milliards sur un BRT, en fait, et là, tout ça, c'est Dakar. Dakar, ce n'est pas le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à tous les Sénégalais de rejoindre Dakar. Et si tout le monde rejoint Dakar, maintenant, les prix vont devenir trop chers à Dakar parce qu'il y a la demande. Donc, les plus faibles ne vont pas s'en sortir et l'économie ne crée pas d'emplois. Parce que l'État, tous les investissements de l'État, c'est des centaines de milliards, mais la création d'emplois est très faible. Je pense qu'un État, on attend d'un État, s'il collecte nos impôts, qu'il puisse investir dans des secteurs qui peuvent tirer dans un premier temps la croissance économique, mais l'emploi. Aujourd'hui, Alassane, le problème du Sénégal, c'est que les plus pauvres se trouvent dans le monde rural, ils sont dans le secteur primaire. 70% des Sénégalais se retrouvent dans un secteur qui produit moins de 15%. Alors, au lieu que l'État mette en place de l'argent dans ce secteur-là pour réduire et la pauvreté, créer des emplois, l'État, malheureusement, investit dans des secteurs captés par des entreprises étrangères. Qu'est-ce qui explique ces choix? Parce que parfois, le président veut se faire plaisir. Le problème que nous avons est que, mais oui, je n'ai rien contre le football, hein, mais quand on construit le stade à Diamniadio à 145 milliards, c'est le président qui a vu un stade pendant la Coupe du Monde de 2018 ou 2022 en Russie. Il voulait le même stade pour le Sénégal. Oui, on a le président, mais on a le président de la République. Le président de la République, c'est une chose. Le président du parti est une autre chose. La personne de Macky Sall est une autre chose. Maintenant, si la personne influence autant les décisions du président de la République, le danger c'est à ce niveau. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que les Sénégalais ont discuté avant, est-ce qu'on a besoin d'un investissement comme le TER? Non. Maintenant, comme l'homme est rationnel, il y a des gens qui disent qu'ils l'utilisent, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on doit mettre autant d'argent pour satisfaire un nombre aussi petit? Le grand problème des choix et des arbitrages, pour moi, c'est à ce niveau. Il faut que les hommes politiques comprennent que gérer un pays, c'est réduire les inégalités. Moi, je ne veux pas que mon impôt soit capté par quelqu'un qui gagne plus que moi. Aujourd'hui, le terre, parfois, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui prennent le terre. Or, pour moi, l'argent de l'État du Sénégal doit impacter plus sur les plus pauvres, sur les plus vulnérables. Mais malheureusement, les plus vulnérables même n'ont même pas accès à ces investissements. Vous parlez tantôt des décisions du président qui vont impacter la vie des Sénégalais. Est-ce que justement c'est là-bas que la réforme des institutions est importante? Parce qu'on a l'impression qu'au Sénégal, quand on élit un président ou bien un député, il est libre de faire ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Il fait ce qu'il veut de l'argent des Sénégalais, comme il le fait. Même à mi-mandat, on ne rend pas de compte. Mais Alassane, tout le débat, c'est à ce niveau. C'est-à-dire que le président est tellement puissant, tellement fort, et personne ne lui dit la vérité. Il est beau, il est gentil, c'est lui qui donne de l'argent, tout ce qu'il fait, on pense même que c'est de par sa bonne volonté qu'il nous doit donner ça, ainsi de suite. Les gens oublient que le président, c'est un serviteur, doit être un serviteur de la population. Mais quand vous gérez un pays aussi pauvre, nous sommes un pays pauvre très endetté, quelle que soit l'appellation, nous sommes un pays pauvre très endetté. Mais quand vous gérez un pays pauvre, où presque sur les 18 millions, les 10 millions sont pauvres, toutes les décisions publiques doivent impacter sur la pauvreté. Maintenant, je pense que le privé peut investir pour capter l'argent de Alassane Samba, de Khadim Bamba, de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, l'investissement de l'État doit jouer sur les secteurs les plus vulnérables, par exemple l'agriculture, la pêche, l'élevage, pour trouver là où se trouvent les Sénégalais les plus pauvres, essayer de réduire cette pauvreté-là. Mais si on laisse nos hommes politiques, les dirigeants, ils font ce qu'ils veulent. Et ce que le dirigeant veut n'a rien à voir que ce que le peuple veut. Tant qu'on ne règle pas cet écart entre les désirs de l'homme politique et les désirs du pays en question, nous allons être toujours des pays pauvres, très endettés, malgré les infrastructures qui n'ont aucun impact. Par exemple, comment on peut comprendre le plan Sénégal émergent? On est à la phase 1, on est à la phase 2. Est-ce que vous avez une fois entendu une évaluation de la phase 1 pour voir quels sont les rectificatifs? Du tout. Parce que tu ne peux pas mettre deux phases. On te dit que le chômage passe de 13 à 23%. Avec tout l'investissement, le chômage s'est multiplié par 2. Mais avant de commencer la phase 3, arrêtons. Posons-nous les bonnes questions. Quels sont les types d'investissements qu'on doit mettre en place pour réduire les inégalités, pour créer de l'emploi? Mais malheureusement, l'emploi n'est pas créé et je pense que l'immigration clandestine... Mais ils ont pris en place des programmes, il y a eu tout un tintamarre autour de ces programmes-là, qu'on doit recruter les jeunes, de l'emploi. Mais en contrepartie, c'est effroyable. On voit des jeunes Sénégalais
qui sont prêts à aller mourir, même au Nicaragua, pour émigrer. Mais c'est extraordinaire ça. Mais c'est la plus belle... En fait, ce n'est pas la plus belle réponse, mais c'est une réponse. C'est une réponse de tous les programmes mis en place par les hommes politiques, par l'État. Si vous mettez en place Réundaouni pendant 2 ans, vous avez mis pour les 2 ans 300 à 400 milliards. 400 milliards pour créer 65 000 emplois. Tu divises 400 milliards par 65 000 emplois, ça va tourner autour de 6 millions dépensés par emploi. Alors, 2 ans, 300 000. Alors que tu ne sais même pas que sur ces 2 ans-là, chaque année, il y a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc sur les 600 000 qui viennent d'arriver entre 2021 et 2023, tu règles 10%. Qu'est-ce que tu fais du stock de chômage? Ce qui crée de l'emploi, ce n'est pas l'État, c'est le privé. Et il faut aider le privé à investir dans certains secteurs. Et dans ces secteurs-là, l'agriculture, la pêche, l'élevage, c'est là où on attend des investissements de l'État pour permettre au cultivateur qui est dans le village d'Alassane Samba Diop au nord qu'il puisse acheminer sa production à Dakar à 2 temps 3 mouvements, qui permet maintenant aux pêcheurs qui se trouvent à Guet-Ndar, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ça, pour moi, c'est ça le rôle de l'État. C'est ces investissements-là qui manquent pour moi dans Mais qu'est-ce qui explique que l'État du Sénégal a du mal à appuyer le privé sénégalais? C'est le privé qui est mal organisé ou bien aujourd'hui l'État reproche à certains privés qui gagnent des marchés de l'État mais qui ne les terminent jamais aussi? Pour moi, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le privé, c'est l'État. Qui est mal organisé. Il n'existe pas au monde une entreprise privée qui n'essaie pas de maximiser son profit et de minimiser les pertes. Mais ce qui différencie les États, c'est qu'il y a des États qui mettent en place des mécanismes pour savoir que dans l'entreprise privée, le seul gagnant, c'est l'État, ce n'est pas le privé. C'est l'État. Parce que Alassane, vous avez une entreprise privée. Est-ce que vous savez que 30% de ton bénéfice appartient à l'État? Tout ce que tu gagnes, tu as ce qu'on appelle impôt sur le bénéfice. Il y a aussi les salaires. Dans tous tes salariés, l'État prend une partie comme impôt sur le revenu. Mais tout ce que tu achètes, il y a aussi de la TVA. L'État tire encore sur la TVA. Donc l'État gagne plus que l'entreprise, plus que l'entreprise, que les patrons de l'entreprise. Il appartient à l'État de les coacher, pas l'entreprise. Et je pense que le malheur que nous faisons, c'est que l'État pense que c'est lui. Il aide l'entreprise alors qu'il n'aide pas l'entreprise. Parce que l'État gagne sur l'entreprise et l'État doit organiser l'entreprise pour augmenter. Mais on va vers un secteur gazier et pétrolier, mais on n'a pas l'impression que les Sénégalais sont impliqués dans ce secteur-là. Malheureusement, Alassane, je le dis encore, le pétrole n'affectera pas le développement dans notre pays. Je suis désolé de le dire, les gens pensent que le pétrole a un effet positif. Non, l'exploitation du pétrole n'apportera pas grand-chose. Ce qui va apporter grand-chose sur le changement de l'économie sénégalaise, ce sont les bonnes décisions qu'on va prendre pour, au lieu de laisser le pétrole être quelque part foré au Sénégal et raffiné à l'étranger, la stratégie c'est comment faire pour qu'une fois qu'on exploite le pétrole, que le pétrole soit raffiné ici. Parce que si on perd le raffinage, on va exploiter du pétrole et acheter comme le Nigeria du pétrole raffiné. Est-ce que le pétrole a affecté l'économie nigériane? Non. La réflexion devait être comment faire pour raffiner le pétrole, comment faire pour vendre le pétrole à un prix plus faible que les pays de la sous-région. Parce que le pétrole coûte cher au Sénégal. Donc avec la SAR, il faut renforcer une deuxième, troisième raffinerie. C'est une obligation. Alassane, on crée une raffinerie à Kayar ou bien à Saint-Louis, bon je dis n'importe quoi, mais ça va créer un écosystème rapidement. Des entreprises vont venir pour chercher les circuits courts, s'installer à côté de la zone, avoir du coût du pétrole suffisant à des coûts très faibles. Et la chance, c'est quoi? Quand vous réduisez l'énergie et tu réduis la fiscalité, tu joues la fiscalité, parce qu'au Sénégal, jusqu'à présent, les entreprises qui payent les impôts sont ces peanuts. C'est peanuts. C'est presque, on te dit, 50 à 60 entreprises qui payent 60% de l'impôt au Sénégal. Il faut augmenter l'assiette et diminuer l'impôt. Maintenant, si tu diminues l'impôt, tu diminues les coûts de l'électricité, mais tu vas avoir beaucoup d'entreprises qui vont quitter certains pays de la sous-région pour venir s'installer au Sénégal. Et c'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui crée de la richesse. Maintenant, l'État, le rôle, un État intelligent, un État stratège, doit coacher son secteur privé. Parce que le secteur privé ne gagne pas dans son business, c'est l'État qui gagne dans son business. Tant que l'État ne sait pas qu'en aidant son secteur privé, il aide, en fait, il augmente ses recettes. Bon, un État qui pense que oui, aider Alassane Samba Diop, c'est Alassane qui gagne. Si Alassane gagne, Alassane va chercher, je ne dis pas qu'il va chercher une deuxième femme, mais Alassane va acheter encore une grande maison, Alassane va ainsi de suite, mais tout reste au Sénégal. Ça va booster la consommation. Mais tout reste au Sénégal. Mais tu aides quelqu'un qui va venir au Sénégal, il prend tout et il part.
Après, tu nous laisses une infrastructure, c'est comme la Guinée équatoriale qui a des infrastructures, mais pas assez d'hommes riches pour acheter même les maisons produites par cette. Oui, parce que c'est comme ça qu'on a fait au Sénégal, qu'il y a de plus en plus la présence des Turcs, la présence des Chinois. Les Français sont, c'est vrai, en recul. Mais c'est comme changer de patron. Hein. Et c'est ce qui fait le plus mal, c'est ça. C'est-à-dire que cette vision réductrice, que oui, maintenant nous ne sommes plus avec la France, mais nous sommes avec les Turcs, nous sommes avec les Chinois, nous sommes avec les Russes. Mais Alassane, nous avons un secteur privé à coacher. Le problème, c'est qu'il faut que les hommes politiques comprennent que sans le secteur privé, nous serons un État vulnérable. Et la Covid nous a appris beaucoup de choses. Au moment où le Maroc aidait son État avec 1000 milliards, le secteur privé avait du mal à avoir 10 milliards. Pourquoi? Parce que tous les marchés ici même sont gagnés par les entreprises marocaines, mais s'il s'agit d'aider le pays pendant la Covid, ils ont aidé leur État. Le secteur privé marocain au Sénégal a aidé son État, mais quitte maintenant du secteur privé sénégalais qui a du mal à gagner des marchés au Sénégal, qui a du mal à être coaché. C'est pour cela que je pense que nous devons tout faire pour que le prochain président comprenne que aider le secteur privé, ce n'est pas aider les personnes qui animent le secteur privé, c'est aider le Sénégal, c'est créer encore, parce que quelqu'un qui gagne au Sénégal, qui investit dans un autre secteur, crée de l'emploi, paye encore des impôts, relance la consommation, l'investissement, la demande. Et ce qu'on demande à un État, c'est ça. Dans tous les pays du monde, si on coach le secteur privé, chez nous, on coach le secteur privé étranger. Mais comment faire pour organiser le pays au Sénégal, la société civile, pour imposer ces débats à ces candidats et éclairer un peu les Sénégalais sur les choix qu'ils doivent faire? Mais maintenant, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très exigeant. Pour moi, on doit arrêter dire que nous sommes souverains, nous devons être surveillants maintenant. Nous devons surveiller les hommes politiques. Vous voulez nous diriger? Oui. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? On va challenger les hommes politiques. Parce que pour moi, le combat, c'est qu'il faut qu'on challenge les hommes politiques pour voir quelles sont les ambitions de ces gens-là, quels sont les objectifs. Parce que je dis souvent qu'il faut que nos hommes politiques dépassent la richesse, s'enrichir, enrichir leurs amis, s'engraisser entre eux. Il faut vraiment qu'on dépasse ce niveau-là, qu'on essaie de voir comment faire pour régler le problème de l'immigration clandestine. Parce que pour moi, voir ce qui se passe dans l'immigration clandestine en tant que Sénégalais, mais ça me fend le cœur. De voir des jeunes qui meurent tous les jours, de voir le chômage qui augmente, de voir la pauvreté. Alassane, rien n'a changé. C'est Dakar qui change. Ouais. C'est les hommes politiques qui changent de costume, de voiture, de teint. Mais ce n'est pas le peuple. Et pour moi, il faut qu'on fasse tout pour que le prochain président de la République voit le Sénégal comme une entreprise, voit le Sénégal maintenant comme quelque chose qui est à un niveau N, qu'on doit amener à un niveau N+2, mais avec des programmes faisables. Mais pourquoi à chaque élection, les Sénégalais élisent pratiquement ces mêmes personnes qui sont capables de venir piller le pays et les Sénégalais semblent être conscients que la personne qu'ils vont élire, elle est là pour venir pour piller. Parce qu'il n'y a pas encore cette conscience collective qui montre aux Sénégalais que l'homme politique que nous avons aujourd'hui, l'homme politique que nous avons ici, parce que si l'homme sénégalais pense que tous les hommes politiques sont des voleurs, c'est une hypothèse. Mais je vais voter avec le voleur qui me donne de l'argent. Et le fait que maintenant les gens préfèrent travailler avec le voleur qui donne de l'argent, qu'est-ce qui va se passer après? Les gens vont essayer de s'enrichir pour corrompre. Parce que l'homme politique pense que plus le corrompu et plus quelque part l'homme politique est riche, plus il a de chances d'avoir ma carte. Et donc l'homme politique maintenant essaie de jouer sur ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est nous qui devons mener ce combat-là pour montrer que, comme ce que disait Abdoulaye Wade, si on vous donne de l'argent, prenez. Mais s'il s'agit de voter, votez quelqu'un, ne serait-ce que pas pour toi, mais pour l'avenir de ton enfant. Parce que le problème que nous avons, voir nos enfants mourir comme ça, je pense que chacun d'entre nous est responsable. Et la carte a une signification. La carte, voter a une signification. On ne doit pas voter pour choisir quelqu'un parce que c'est notre ami. On doit choisir quelqu'un parce qu'il peut changer les choses positivement. Oui, mais ce qui inquiète les Sénégalais, vous avez le fichier électoral qui fait 7 millions d'inscrits. Il y a peut-être que 2 millions et 500 ou bien 4 millions qui votent. Et parmi ces 2 millions, vous avez 51% d'abstention. D'habitude, les Sénégalais n'aiment pas voter pour les locales, pour les législatives. D'habitude, c'est l'élection présidentielle qui mobilise le Sénégalais. Parce que là, il sait que son vote est déterminant. Parce que le Sénégal ne croit pas à l'Assemblée nationale, ne croit pas, parce qu'ils disent que oui, c'est une chambre où les gens applaudissent, ils sont avec le président ou non. Mais les Sénégalais savent choisir le président de la République. Maintenant, le problème est que pour cette fois-ci, on a la chance de choisir, de ne pas éliminer. Parce que d'habitude, les Sénégalais enlèvent, éliminent. Mais cette fois-ci, on a le choix.
C'est pour cela qu'il faut qu'on essaye. Vous sentez que cette fois-ci, ce sera la bonne, on choisira le gars qu'il faut, l'homme qu'il faut? Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Je pense qu'il nous appartient, nous tous, d'influencer pour qu'il y ait un choix, d'influencer pour pousser les hommes politiques à venir s'asseoir ici, parler avec Alassane Samba Diop sur qu'est-ce qu'il pense de l'immigration, qu'est-ce qu'il pense de la pêche, de l'élevage, qu'est-ce qu'il pense de l'agriculture, quels sont leurs projets avec nos enfants sur l'éducation, et ainsi de suite. Si on pousse les hommes politiques à avoir ces informations-là, avec une émission de Alassane Samba Diop, on peut classer quelque part. Moi, je suis, parce que comme je suis un écrivain aussi, je prends l'émission que vous faites tous les vendredis avec les hommes politiques. Je regarde les programmes, hein, je suis en train de faire un travail sur cette émission-là, bon, j'avoue. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ça me permet de connaître l'homme politique, de savoir, et de les noter, hein, je donne une note. Bon, je n'ose pas sortir une note à 9 sur 20 ou bien 13, mais quand même, ça me permet de connaître la profondeur des hommes politiques qui sont passés à cette émission-là et l'épaisseur de cet homme politique-là. Est-ce que, et là, après, à la fin, je vais vous dire, Alassane, cet homme politique-là, c'est le meilleur candidat que j'ai suivi ou ça, c'est le plus mauvais candidat? Mais est-ce que les Sénégalais pourront choisir le meilleur candidat? Parce qu'on a vu que des élections sont passées ici, des hommes honnêtes étaient là. Tout le monde savait qu'Ibrahima Fall faisait partie quand même des Sénégalais les plus honnêtes. On n'a pas eu 1%. Et malheureusement, c'est ce qui a justifié, heureusement, ce qui a justifié mon livre même avec comment votent les Sénégalais. Parce qu'à chaque fois que je discutais avec Amadou Alidien, lui, il était dans le jeu, lui dit que non, oh, ce gars-là ne va même pas avoir 1%. Parce qu'il le connaît, lui. Oui, à un moment donné, je me suis dit que, mais pourquoi nous avons des gens bien, des gens capables, des gens qui ont des projets de société extraordinaires, mais ils n'ont même pas 2 ou 3%. Mais des gens qui nous racontent du n'importe quoi, des gens qui nous promettent monts et merveilles, ces gens-là ont des quelque part 25, 20, 30, 35%. Alors, le problème c'était quoi maintenant? Quel est le rôle des intellectuels? Quel est le rôle des intellectuels? Pour éveiller les consciences. Et pour éveiller les consciences. Pour moi, on a une mission. La deuxième chose, c'est que la presse aussi a une mission extrêmement importante pour le choix. Je pense que la presse doit quelque part s'affranchir des camps politiques et essayer de juger les programmes. Parce que si ça ne marche pas en 2024-2029, nous allons ressentir les conséquences, les brûlures jusqu'en 2035-2040. Et nous pouvons aujourd'hui, nous avons le choix d'avoir un bon président, un président qui va gérer les problèmes des Sénégalais. Et je pense que, Alassane, en tout cas, j'ai bon espoir que cette fois-ci, le choix va être, on va faire le bon choix. Il nous faut avoir des élections inclusives, il faut que la presse joue son rôle, il faut que les intellectuels jouent leur rôle. Et là, les Sénégalais sauront maintenant que s'ils choisissent un président, qui n'est pas capable, la conséquence, c'est qu'ils vont souffrir pendant 5 ans. S'ils choisissent un bon président, la souffrance, d'année en année, on va sentir que ça va diminuer. Mais est-ce que pour les hommes politiques que nous avons, ce n'est pas ce que nous méritons? Est-ce que ce n'est pas ces hommes politiques-là qui sortent de nos maisons? Et ce n'est pas dans nos maisons d'abord que l'éducation de base pose problème? Mais c'est ça le problème, c'est pour cela que j'adore ton expression, au lieu de PSE, le plan Sénégal Éducation. Parce que le problème du Sénégal, c'est le capital humain. Ouais. C'est le capital humain. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir une économie du pétrole, des ressources naturelles. Nous devons avoir une économie de capital humain. Si vous avez un bon capital humain, Alassane, je pense que la gestion de la chose publique doit être gérée avec beaucoup d'intelligence. Mais on ne peut pas avoir des hommes politiques riches, une population pauvre. Absolument. Et la population, à un moment donné, accepte même la richesse des hommes politiques. On l'accepte, on dit que oui parce qu'il est. Ou bien quelqu'un qui fait un truc, c'est un Yahbouré parce que c'est un fils de ministre, ou bien ça veut dire quoi? Est-ce que ça, c'est pas un danger pour les hommes politiques? Parce que quand il y a les émeutes, les Sénégalais identifient ceux qui sont riches pour les attaquer. Et c'est ça le problème. Maintenant, c'est pour ça que je dis que le peuple devient de plus en plus exigeant. Parce que le peuple commence à comprendre que maintenant, mais le malheur, c'est eux. Et figure-toi, des jeunes qui prennent le risque pour prendre les bateaux, aller jusqu'à Nicaragua. Ouais. Si ces jeunes-là décident maintenant de dire que notre problème maintenant, c'est cet homme politique-là, il faut essayer de l'attaquer pour régler le problème. Je pense que l'homme politique sénégalais doit être de plus en plus sérieux et conscient. Parce que les décisions prises par l'homme politique impactent sur la vie de ces jeunes-là. Et plus ça impacte, je pense que plus ces jeunes-là vont prendre la responsabilité pour essayer de régler le problème. Docteur Khadim Bamba Diagne,
Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Sous la pluie, on peut dire, hein, des gouttes de pluie qui nous empêchent peut-être de développer davantage notre émission. Mais merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences économie, vous êtes spécialiste finance banque, vous êtes aussi chercheur et directeur scientifique de l'AREM, le laboratoire d'analyse de la recherche économique et monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.